Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la situation des déplacés au Burkina Faso, notamment ceux de la ville de Toma. Encore hantés par les attaques terroristes, quelques-uns exercent des petits métiers pour leur survie. À suivre le reportage de notre correspondant Gildas Da qui a recueilli les témoignages de plusieurs déplacés. Pour une vue globale sur la situation des déplacés au Burkina Faso, nous recevrons dans ce studio Bagassi Koura. Il est journaliste ici à la Voix de l'Amérique, originaire lui-même du Burkina Faso. Il est chef du service Bambara de VOA. Nous irons ensuite au Bénin pour évoquer les initiatives de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Une délégation américaine conduite par l'envoyé spécial adjoint du département d'État a participé à Cotonou à une réunion de coordination de l'assistance antiterroriste axée sur les civils. Notre correspondante Ginette Fleur-Adandé nous en dira plus. Le fait marquant, c'est l'attaque massive menée dimanche par des djihadistes contre un détachement de l'armée à Djibo dans le nord du Burkina Faso. Pour en savoir plus, nous aurons en direct de Ouagadougou un journaliste d'une de nos stations partenaires. À suivre enfin le reportage de l'un de nos correspondants au Mali. Il nous racontera l'histoire d'une fille née sans ses deux bras. Kadiatou Poudiougo, c'est son nom. Elle bénéficie d'un programme de soutien scolaire à des enfants handicapés. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage d'information et de découverte dans le Sahel. Je vous le disais, nous parlerons de l'attaque survenue à Djibo, dans le nord du Burkina Faso. Ce sera le fait marquant de la semaine. Mais pour démarrer cette émission, on reste au Burkina Faso pour évoquer la situation des déplacés. La région de la boucle du Mouhoun est l'une des plus touchées par le terrorisme. Dans cette zone, les grandes localités ne sont plus accessibles que grâce à des convois de l'armée. Toma est l'une des villes encore sûres de la zone, mais autour de cette cité, de nombreux habitants des villages environnants ont été contraints au départ du fait de l'insécurité. Alors, la ville reçoit de nombreux déplacés ayant fui leur village. La VOA est allée s'enquérir de la situation qui prévaut dans cette localité. Suivez ce reportage de Gildas Da. Dans un quartier périphérique de la ville de Toma, Bruno note d'emprunt s'échine à finir le vêtement d'une cliente. La machine à coudre tourne, à la manœuvre, l'air serein. Bruno nous compte ses derniers instants passés dans son village de Sarankoué, à 20 km de là, avant que les terroristes ne les poussent au départ. On avait entendu parler d'eux, qu'ils rôdaient dans les parages. Un jour, ils sont arrivés chez nous et ils nous ont donné jusqu'au lendemain pour quitter le village. C'est ainsi que ma famille et moi avons quitté le village pour venir à Toma ici. On est là depuis des mois et depuis on n'a rien reçu comme aide. En termes de vivres, on n'a rien reçu. Pourtant, il y a nos pères et nos enfants avec nous. Au total, Bruno aura fui avec 15 membres de sa famille. Depuis son installation ici à Toma, à près de 200 km de Ouagadougou, les difficultés ne manquent pas. Depuis que je suis là, je me débrouille avec la couture et ma clientèle. Mais c'est difficile et c'est loin de mes attentes. Dans mon village, je gagnais beaucoup plus que cela. Cette région de la boucle du Mouhoun où vit Bruno est l'une des plus touchées par le terrorisme. Hormis son village, d'autres localités ont dû plier bagages. C'est le cas de Zouma, village de Fatou, autre nom d'emprunt. C'est à peine à 10 km de notre position. Là-bas aussi, les faits ont semblé se répéter. Ils sont venus nous chasser un soir de chez nous. Nous sommes partis, puis nous sommes revenus chez nous. À partir de là, ils ont commencé à tuer les gens et finalement, tout le monde est parti. Cette dame, qui était plutôt bien nantie dans son village, est désormais réduite à aller cueillir des aliments en brousse pour nourrir ses 6 enfants qui n'ont, comble du malheur, plus accès à l'école depuis leur arrivée à Toma.
Depuis que nous sommes ici, nous n'avons reçu aucune aide. On est délaissés et pour manger, c'est difficile. Aucun de nos enfants n'a pu repartir à l'école. Nous n'avons plus d'argent et nos récoltes ne sont plus accessibles. Pourtant, certains ont reçu de l'aide jusqu'à 2 fois, mais nous, rien. Pourtant, on a été recensés par l'action sociale. Pour manger, nous allons en brousse pour élever ces feuilles et graines que nous faisons bouillir pour manger avec nos enfants. Parole d'une déplacée interne qui ne sait plus à quel saint se vouer. De là, nous allons à l'autre bout de la ville, à la rencontre d'un déplacé interne que nous appelons Moussa. Il est parti de Gassan depuis janvier de cette année. Plus de 10 mois, combien de mois au dehors, là, vraiment, c'est pas simple. Nous vivons difficilement. Voilà. Et puis, bon, l'être humain aussi, si ce n'est pas c'est toi, donc, tel que ça soit, bon, je peux dire, en tout cas, c'est pas simple. Puis tout le monde est mis sur lui. En tout et pour tout, il a reçu de l'aide une seule fois depuis son arrivée. Et depuis, il est sans activité avec pourtant un loyer à payer comme tant d'autres déplacés. Depuis de longs mois, les environs de Toma ne sont plus paisibles. De nombreuses localités se sont vidées. Dernière en date, Biba à 8 km de Toma. Après les opérations de l'armée diffusées sur la télévision nationale, une partie de la population de la localité est repartie sur place, mais la zone reste très dangereuse. Nous avons essayé d'y aller, mais faute d'autorisation, le déplacement n'aura pas été possible. Sur place, c'est une unité d'élite de la police nationale qui tient la localité face à des terroristes qui rôdent encore aux alentours. Gildas Da de retour de Toma, VOA Afrique. Merci Gildas Da, correspondant de VOA Afrique au Burkina Faso. Gildas Da qui est en ligne avec nous. Bonsoir Gildas. Bonsoir Mohamedou. Alors, quels sont les derniers échos, les échos les plus récents de la ville de Toma? La situation sécuritaire est-elle toujours sous contrôle? La situation sécuritaire, je peux le dire, c'est un peu le statu quo. C'est toujours aussi préoccupant. Alors, certaines localités de la région, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, viennent d'être mises sous couvre-feu par le gouverneur de 18h à 6h du matin, si je ne m'abuse. Et les personnes déplacées internes que j'ai pu rencontrer à Toma sont toujours sur place et selon mes informations, aucun village n'est reparti sur place. Alors, pour parler du cas spécifique de Biba, il faut dire que la situation sécuritaire y est tout aussi tendue. Les ressortissants de Biba qui vivent à Toma repartent de temps à autre. Vous savez que c'est la saison pour faire les récoltes. Ils repartent pour faire les récoltes. Et malheureusement, j'ai appris qu'en repartant se cacher pour récolter dans leur champ, il y a eu mort d'homme il n'y a pas si longtemps que cela. C'est-à-dire que certaines personnes ont été tuées dans leur champ par les terroristes. Et c'est un peu, je viens d'apprendre aussi ce soir que concernant l'enseignement, il y a les enseignants et les élèves de certains villages déguerpis qui viennent d'être officiellement redéployés dans des zones plus sécurisées, Mohamedou. Mais malheureusement, mes contacts m'ont demandé de ne pas donner ces zones-là parce que les choses n'ont pas été encore consolidées. Effectivement, Gildas Da, travailler sur les questions d'insécurité dans votre pays est devenu très difficile. Pouvez-vous nous raconter dans quelles circonstances et comment vous avez travaillé pour recueillir ces témoignages qu'on vient d'écouter? Oui, vous vous doutez bien, Mohamedou, c'était des conditions pas vraiment faciles. Alors, dès que vous êtes à Toma, il y a beaucoup d'axes, beaucoup de voies qui partent de Toma. Je peux dire, hormis la route Ouaga-Toma qui est encore sécurisée, la plupart des autres routes qui vont de Toma, elles sont dangereuses. Cela s'explique par le fait que de nombreux villages ont été déguerpis par les terroristes. Et lorsque vous êtes à Toma, même, il n'est pas rare de voir des hommes, des civils en armes, des VDP. Donc, quand vous n'avez pas l'habitude de voir cela, cela va forcément jouer sur vous et ça vous donne déjà une idée de l'atmosphère qu'il y a dans la ville. La difficulté majeure que j'ai rencontrée surtout, c'était de pouvoir aller dans le village de Biba, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, dans ce village, il y a eu des combats il n'y a pas longtemps et il se dit qu'il y a plus de policiers actuellement que de population sur place. Et voilà, c'est bien noté, Gildas Da. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci également pour ce reportage.
Alors, pour avoir une vue globale sur la situation des déplacés au Burkina Faso, je reçois dans ce studio Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi. Oui, bonsoir Oumfa. Alors, vous êtes journaliste ici à La Voix de l'Amérique. Vous êtes originaire vous-même du Burkina Faso et chef du service Bambara ici à VOA. Alors, la situation sécuritaire du Burkina reste précaire, ce qui entraîne évidemment les déplacements des populations. Quel regard portez-vous sur l'impact qu'a la crise sécuritaire sur les mouvements des populations? Oui, c'est extrêmement grave l'effet de cette crise sur les populations. On parle de 1/5 de la population du Burkina Faso qui est déplacée à l'intérieur du Burkina Faso, donc 1/10, pardon, c'est-à-dire autour de 2 millions de personnes, 1/5 qui est dans le besoin humanitaire, et ces déplacés n'ont pas souvent de bons endroits pour dormir, n'ont pas de place pour leurs enfants qui doivent aller à l'école, qui ont été sortis de l'école pour effectuer ces déplacements, et la plupart vivent avec des proches. Donc vous avez 15 personnes qui habitent dans des maisons assez petites, et donc toutes ces questions amènent ces populations à vraiment souffrir, et qui poussent certaines à retourner dans leur lieu d'origine. Où la situation reste dangereuse. Dangereuse parce que ce qu'elles sont en train de vivre n'est pas acceptable, n'est pas tenable aussi. On l'imagine, Bagassi, les autorités de la transition se mobilisent quand même pour apporter l'assistance à ces personnes. Oui. Comment est-ce que vous jugez cette mobilisation, cette assistance à ces déplacés? Oui, l'État a mis en place pour la première fois, depuis que cette crise a commencé en 2015-2016, ils ont mis en place un plan d'urgence pour venir en aide à ces populations qui sont affectées par la crise. Mais malgré cela, vu l'ampleur de la situation, c'est quand même assez difficile. Comme on le dit, il n'y a pas vraiment de solution pour tout le monde. Certains sont pris en charge. Il y a des questions de corruption sur les sites de déplacés, parce que on a pu échanger avec certains déplacés qui disent que bon, ils voient que certains reçoivent des dons 4 fois, alors qu'eux-mêmes, jusqu'à présent, ils n'ont rien eu. Ils ne savent pas comment ça fonctionne dans ces camps de déplacés. Et il y a la question des écoles. Il y a la plupart des zones où il y a le plus grand nombre de déplacés. Ces écoles sont en surcharge. Donc, ça va affecter la qualité de l'éducation. Il y a aussi le fait que beaucoup ne vont plus à l'école. Et les questions de santé, des femmes qui sont obligées de se livrer pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. On l'imagine aussi, certains qui vivaient de l'élevage, de l'agriculture, qui ne peuvent plus... Voilà, toutes ces activités économiques sont abandonnées. Et pour beaucoup, c'est quand même assez déshonorant, et beaucoup préfèrent repartir, comme je l'ai dit, faire face à la situation dans les régions d'origine. Ce que je vais noter, on a ce qu'on appelle le CONASUR, c'est l'organisme indépendant du gouvernement. C'est vrai qu'il y a au ministère de l'Action sociale qui publiait assez régulièrement, chaque trimestre, le nombre de déplacés. Mais depuis mars, la junte à Ouagadougou lui a demandé de ne plus publier ces chiffres, parce qu'il avait publié des chiffres qui dépassaient les barres des 2 millions de déplacés. Le gouvernement avait contesté, mais depuis lors, on n'a plus de nouveaux chiffres. Et ce qu'on nous dit, c'est que la situation s'améliore, mais sans chiffres. Donc, moi, ce que je trouve assez intéressant, si la situation s'améliore, ça devrait être une source de motivation pour publier les nouveaux chiffres, et on attend toujours. Alors, Bagassi, vous avez parlé du plan mis en place par les autorités, mais d'habitude, il y a des ONG qui apportent de l'assistance à ces personnes, le HCR et d'autres. Est-ce que cette mobilisation est effective encore sur le terrain? Oui, le HCR sur le terrain, ils avaient appelé à une mobilisation de fonds de près de 388 millions de dollars il y a quelques mois, parce que à l'échelle mondiale, la crise humanitaire au Sahel figure dans le top des priorités de l'organisme des Nations Unies. Bien sûr, il y a d'autres crises un peu partout au monde, comme en Ukraine et maintenant au Proche-Orient, Gaza notamment. Donc tout ça, toutes ces crises-là risquent d'avoir un impact sur la mobilisation des ressources pour le Sahel. Oui, mais Bagassi, au Burkina Faso, comme dans certains pays, il y a la désinformation, il y a aussi un discours
anti-occidental ambiant qui fait que parfois les ONG sont vues comme étrangères, sont vues comme infiltrées et tout cela. Est-ce que cela n'a pas un impact sur la lutte de l'assistance aux réfugiés, aux déplacés? Oui, ce discours-là est assez présent. Le HCR, à un moment donné, a été accusé de fournir de l'aide alimentaire aux djihadistes. Merci bien. Voilà. Merci beaucoup, Bagassi Koura. Vous êtes du Burkina Faso, vous êtes journaliste ici à La Voix de l'Amérique et vous êtes chef du service Bambara. Merci d'avoir répondu à ces questions. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Rendons-nous maintenant au Bénin pour parler des initiatives de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, des initiatives qui se multiplient. Le groupe de réflexion de la Coalition mondiale pour vaincre le groupe État islamique en Afrique a tenu une réunion à Cotonou. Une délégation américaine conduite par Ian Kerry, envoyé spécial adjoint du département d'État américain, a participé à cette rencontre pour coordonner l'assistance antiterroriste axée sur les civils. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé. Au total, 28 membres et observateurs de ce groupe de réflexion étaient à Cotonou mi-novembre pour échanger sur les défis liés à la sécurité régionale et à la lutte contre le terrorisme. Les participants ont évoqué la progression des affiliés de l'État islamique dans la région côtière de l'Afrique de l'Ouest. À la fin de la rencontre, c'est Ian McCurry, envoyé spécial adjoint du département d'État américain, qui a présenté le rapport d'activité à la presse. Donc, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires africains sur de nombreuses initiatives qui vont permettre de faire circuler les informations qui sont correctes, et ceci en langue locale africaine, afin de contrer les faux messages et les mensonges véhiculés par les groupes terroristes. Nous avions discuté avec nos partenaires des tactiques que nous pouvons mettre en œuvre pour pouvoir exécuter ces 4 différents aspects de notre plan d'action. Selon l'envoyé spécial, ces 4 piliers constituent le plan d'action pouvant permettre de relever les défis sécuritaires. Il s'agit de renforcer et d'améliorer la sécurité des frontières, la collecte biométrique et les capacités sur les champs de bataille, lutter contre la propagande de l'État islamique, les efforts de recrutement et renforcer la résilience des communautés, améliorer les capacités des membres de la coalition pour réduire le financement illicite de l'État islamique. Un point d'honneur a été mis sur la formation et l'équipement des forces armées des pays participants. Sur ce dernier point, le politologue et spécialiste des questions de sécurité publique, Emmanuel Odilon Kokubo, estime qu'il faut une certaine solidarité des pays concernés par la lutte contre le terrorisme. Le Nigeria, pendant 20 ans, n'est pas encore arrivé à bout, n'a pas eu les moyens d'arriver à bout de cette menace. Il y a des raisons de penser que nos États n'ont pas la baguette magique pour pouvoir y arriver du jour au lendemain. Les moyens techniques qu'il faut, l'équipement qu'il faut aujourd'hui dans notre armée, je pense que l'État fait les efforts qu'il faut, mais on n'a pas encore atteint le niveau d'équipement stratégique, le niveau d'équipement sophistiqué qu'il faut aujourd'hui pour faire face à ce type de menaces. Et donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. C'est d'ailleurs dans la recherche des moyens efficaces que le Bénin multiplie la signature d'accords et de partenariats sur le plan militaire. C'est dans ce cadre que le président Patrice Talon a reçu en mai dernier une délégation des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. Conduite par Mike Rogers,
cette visite a eu pour objectif de renforcer la coopération militaire et sécurité entre les deux pays. Nous sommes venus pour discuter de partenariat et de la coopération sécuritaire et économique entre le Bénin et les États-Unis. Nous pouvons soutenir le Bénin sur plusieurs fronts. Déjà au niveau du recrutement et de la professionnalisation des militaires, également au niveau de la formation à donner aussi bien aux officiers qu'aux sous-officiers, au niveau des équipements qu'il faudra donner aux forces armées. Soulignons que l'autre aspect de la lutte qu'a relevé Yann Makeri lors de son point de presse à Cotonou est la mise en œuvre de projets et programmes pour contrer efficacement les facteurs socio-économiques sur lesquels les terroristes agissent pour enrôler de jeunes gens et contrôler les populations. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique. À présent, le fait marquant de la semaine, c'est au Burkina Faso où des djihadistes ont mené dimanche une attaque massive contre un détachement de l'armée à Djibo dans le nord. Quelques soldats ont payé leur sacrifice suprême pour tenir Djibo, a indiqué une source sécuritaire qui évoque une riposte de l'armée qui a infligé, je cite, des lourdes pertes à l'ennemi. Pour en savoir plus, nous avons au bout du fil Salif Kaboré, rédacteur en chef de notre station partenaire Ouaga FM. Bonsoir Salif. Bonsoir à toutes et à tous. Alors Salif, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé dimanche dernier à Djibo? Ben, écoutez, ici à Ouagadougou particulièrement, il est très difficile pour les journalistes de dire avec exactitude ce qui s'est passé donc, le dimanche de l'après-midi dans la ville de Djibo. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle donc, au niveau du gouvernement burkinabé. Et même au sein de l'armée burkinabé, il n'y a également pas donc, de communiqué officiel. Alors, on s'en tient justement à ces chiffres lâchés par-ci par l'armée qui ne sont pas vraiment officiels pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que dans l'après-midi donc, de ce dimanche, via les réseaux sociaux avec certains activistes qui ont fait le relais, justement donc à ce que des groupes terroristes, un grand nombre étaient en train donc de converger vers la ville de Djibo. Et tout ce qu'on fait également, ce sont des images qu'on a présentées, en tout cas à la télévision, où l'armée burkinabé a riposté vigoureusement, tuant donc des centaines de terroristes. Mais tout ça, le gouvernement n'a pas encore officiellement communiqué sur les chiffres et également sur le mobile donc, de cette attaque meurtrière. Difficile donc d'avoir des informations, mais est-ce qu'on sait ce qu'il en est de la situation actuelle à Djibo? Le calme est-il revenu? Oui, mais justement, il est très difficile, même au niveau du gouvernement. Certains membres que nous avons contactés ne sont pour l'instant pas en mesure de nous dire avec exactitude si la sérénité donc, est de retour à Djibo, particulièrement si le camp attaqué a été maîtrisé. On n'a pas d'informations sur ces aspects assez importants. On a également des citoyens qui sont donc dans la ville de Djibo, que nous avons essayé de contacter, mais difficile de les joindre car il n'y a point de communication actuellement dans la ville de Djibo qui puisse nous permettre effectivement de savoir avec certitude si le calme est de retour dans la ville. Oui, alors à ce sujet, je voudrais préciser que VOA Afrique a obtenu en exclusivité l'interview d'un habitant de Djibo. Et vous pouvez écouter ce témoignage dans nos éditions d'information. Alors pour terminer rapidement, Salif, est-ce que le gouvernement a annoncé des mesures pour ramener la sérénité dans la région? Alors, à l'heure actuelle où je vous dis, il n'y a pas de communiqué, il n'y a vraiment pas d'annonce, et même au sein donc, de la population, beaucoup s'interrogent justement donc, sur ce silence du gouvernement burkinabé. Tout ce qu'on fait dans la discrétion, certains nous font comprendre qu'il faut d'abord avoir les chiffres exacts, avoir accès dans la ville de Djibo. On a l'impression qu'il y a des difficultés d'accès actuellement à certains services donc, de l'État dans la ville de Djibo pour véritablement comprendre ce qui s'est passé et sortir des chiffres assez, j'allais dire, donc officiels. Donc, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui vraiment de vous dire si le gouvernement a effectivement donc pris des mesures parce qu'il n'y a absolument pas donc d'annonce, il n'y a pas de communiqué officiel. Merci beaucoup Salif Djibo. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Ouaga FM, une station partenaire de VOA Afrique.
Merci à vous. Rendons-nous maintenant au Mali pour la note positive de cette édition. On va parler de Kadiatou Poudiogo. C'est une fille née sans les deux bras. Elle poursuit ses études malgré son handicap et sa situation sociale difficile. C'est grâce à l'administration scolaire et aux ONG qui s'activent pour lui permettre d'étudier dans de meilleures conditions. Et c'est dans le cadre d'un programme de scolarisation des enfants handicapés dans la région de Badiangara, dans le centre du Mali. Les détails dans ce reportage que nous propose Tidiani Ouedraogo depuis Koro. Réveil matinal à Benibra, un village situé dans la région de Badiangara. Les femmes pilent le mil et les enfants jouent avant d'aller à l'école. Parmi les élèves du village, Kadiatou, une handicapée née sans bras. C'est ma fille. Elle est née sans bras. J'étais inquiète, mais elle parvient à intégrer ses camarades dans le village. Elle fréquente l'école. Son handicap ne l'empêche pas de mener ses activités presque normalement. Elle mange et écrit avec les pieds. Il est 7 heures. Kadiatou prend son petit déjeuner avant de prendre les chemins de l'école avec ses camarades. Dans la classe, elle bénéficie d'une attention particulière de son encadreur Isiaka Guindo. Elle écrivait avec la craie. Maintenant, je l'apprends à l'écrire avec un bic. Elle a un cahier pour ça. Maintenant, elle se débrouille pour écrire avec un bic. Donc, elle est déterminée pour ses études. Donc, quand même, on a besoin des partenaires aussi pour qu'il y ait des suivis particuliers pour elle. Kadiatou se dit loin d'être marginalisé ni méprisé par ses camarades dans la classe. Sa difficulté majeure est le manque de moyens pour sa mobilité. Chaque jour, elle parcourt plus d'1 kilomètre à pied pour aller à l'école le matin et pour rentrer chez elle le soir. Elle avait ce vélo et les camarades l'aidaient à conduire le vélo partout où elle voulait partir. Comme tu le vois, son vélo est hors usage et les parents n'ont pas les moyens pour lui payer un autre. Elle vit son handicap depuis la naissance, souvent timide face aux personnes étrangères. Après quelques temps d'hésitation, Kadiatou décide de parler. L'éducation est un droit humain fondamental. Des bonnes volontés se sont signalées pour l'aider à continuer ses études. Tidiani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro. Merci beaucoup Tidiani Ouedraogo, correspondant de VOA Afrique, qui nous a envoyé cet élément depuis Koro. Et c'est avec Tidiani Ouedraogo que nous mettons un terme à cette édition de Focus Sahel. Merci au public qui nous a regardé cette émission qui a été diffusée en direct sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci également à Bagassi Koura qui était là pour nous apporter son expertise sur le Burkina, pays dont il est originaire. Je tiens aussi à saluer nos correspondants qui nous ont apporté des nouvelles fraîches du Sahel. Mohamedou Oumfa à ce micro, Lionel Gaïma assurait la mise en onde, tandis que Trésor Matondo a permis la diffusion de cette émission sur nos plateformes digitales. Nous vous remercions d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. À très bientôt pour une nouvelle édition de ce programme. Au revoir.